Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Pour l'instant, en mode duo. Il y aura peut-être la frite ou la liqueur qui va se rajouter en cours d'émission. On sait pas. Yann, il a dit commencer sans moi. Fait qu'on on commence sans lui. Aujourd'hui, le sujet, ce sera est-ce que les marxistes, est-ce que les communistes ont volé la théorie des classes sociales aux libéraux? Parce que tu en as parlé, ça, parce que j'ai écouté peut-être le trois quarts du podcast, je n'ai pas fini encore, là, mais que tu as fait avec Jérôme Blanchet-Gravel, que j'ai trouvé vraiment bon dans le cadre de son nouveau truc avec Libre Média. Puis vous parlez pas mal en détail de ton bouquin sur le libéralisme. Puis c'est un Qu'il faut point vous procurer. qu'il faut vous procurer absolument. Et donc, autour du libéralisme en 80 idées. Puis ce matin, justement, vous en parler de ça. Fait que ça va être l'occasion d'y revenir aujourd'hui. Mais avant quelques commanditaires qui nous font, qui nous ont la gentillesse de supporter financièrement le podcast. Fait qu'en retour, allez les encourager. Donc, si vous allez sur le infobref.com/trio, vous pouvez vous abonner à l'infolette de InfoBref. Ce que ça fait, je me suis abonné moi-même. Chaque matin, tu reçois un très court courriel qui t'informe sur 10 nouvelles d'actualité qui ont été sélectionnées par des journalistes. Ça prend 5 minutes à lire. C'est clair. Il n'y a pas d'opinion là-dedans. Tu n'ouvres pas ça en faisant ouais, tel gars, il est d'extrême droite. Non, non. Il te sélectionne des nouvelles. Il n'y a pas d'opinion. C'est juste des faits. Puis après ça, si tu veux aller plus loin, ben, tu peux y aller. Fait que c'est facile, tu fais infobref.com/trio, tu mets ton nom, ton courriel, c'est gratuit, tu peux t'abonner. C'est important d'utiliser le truc trio parce que c'est comme ça que les autres voient si les gens sont abonnés via nous autres ou par eux autres mêmes. Fait que si vous voulez encourager notre commanditaire, faites ça. Puis il y a notre ami Antoine Bernier, je vais remettre le lien pour le tome 2 je pense que ce sera une trilogie. Donc, les leçons du passé, Antoine Bernier. J'ai pas encore lu les livres d'Antoine parce que j'ai un problème. Tout le monde veut que je lise le livre. Là. Je sais pas pourquoi. Là. Ah, si Mais ça veut dire, tu m'as fait j'en tout suis, j'en suis flatté à quelque part. Merci de penser que mon avis vaut quelque chose par rapport à ce que vous faites. Mais le point négatif de ça, c'est que j'ai pas tant que ça non plus. Fait que je vais le lire, c'est sûr, mais j'ai pas eu le temps encore. Fait que Yann est mieux placé que moi pour en parler. Lui, il a lu les bouquins, mais essentiellement, c'est des livres qui, via l'histoire de Elliot Nash, qui est le personnage du livre, euh, explore et élabore des thèmes qu'on a mis dans le podcast. Apparemment, c'est plein de clins d'œil, justement, des insights qu'on fait. Fait que ça peut être intéressant. Fait que procurez-vous-le sur Amazon. Donc, c'est là-dessus que c'est disponible. Parlant d'Amazon, avant qu'on rentre dans le sujet, peut-être un petit update par rapport à ton autre livre, Vincent, La route des Québécois libres. Oui. Moi, ça m'intéresse. As-tu des commentaires, rebound de ça? Sais-tu si des gens. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux une publication d'un député du PQ qui se disait que ça allait être sa lecture de la fin de semaine. Est-ce qu'on a entendu des. Parce que, tu sais, là-dedans, tu donnes une recette puis celui-là, je l'ai lu parce que j'ai fait la postface Ouais, du je t'ai livre. comme forcé un peu, hein? Fait que j'ai pas eu le choix. Vincent m'a tordu un bras. Et essentiellement, ce livre-là, c'est une recette, ou du moins, c'est un chemin à suivre pour que tu penses gagnant pour réussir la souveraineté du Québec, pour rallier une majorité autour d'une position qui serait capable de concilier, bon,
50% plus 1 de la population, si c'est pas plus. Est-ce qu'il y a des gens, tu penses, qui ont retenu une leçon, appris quelque chose, ou c'est un peu, ou ça tombe un peu dans le vide? C'est quoi un peu là, pour l'instant ce que tu vois de ça? Là? Ben écoute, le nombre de ventes est beaucoup plus élevé que le nombre de commentaires, ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup de gens qui il y avait une vieille joke de Fernand Dumont, qui était un autre étatiste québécois. Il disait, dans les années 50, on lisait Karl Marx puis on le cachait dans nos bureaux à l'université. Puis après ça, dans les années 70, on lisait la Bible, mais on la cachait dans notre bureau. Apparemment, fait que c'est soit quelque part entre le manifeste du Parti communiste ou La la Bible. Bible. Je ne sais pas lequel. Parce que clairement, les ventes sont déconnectées des commentaires. Il y a beaucoup plus de commentaires que. Il y a beaucoup moins de commentaires qu'il y a de ventes. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais. Oui, parce qu'en général, quand on ne sait pas trop quoi répondre à une proposition qui est faite ou une idée, soit on l'attaque de manière un peu caricaturale ou on l'ignore. Fait que on ne sait jamais trop à quoi s'attendre là-dedans, mais je sais pas. En tout cas, c'est des idées que tu lances comme ça. On verra si ça sera Moi, je pense que récupéré politiquement ou pas. Là. Je pense que c'est le genre d'affaires qui va avoir des longues demi-vies, comme on dit en statistique. Là. Je pense que ça va traîner un petit bout, ces affaires-là. Ben, surtout s'il y a vraiment un référendum qui est annoncé à un moment donné, il y a des gens qui n'auront pas le choix d'essayer de penser comme il faut à c'est quoi leur stratégie. Non seulement ils vont être obligés d'y passer, mais s'ils font pas ce que je fais, ils vont être obligés de perdre. Ouais, c'est ça. C'est exact. Exact. J'ai zéro modestie. Hein. Non, c'est ça, mais je pense que. Ben, je pense que considérant le fait qu'il y a déjà eu 2 échecs, ben, on peut se permettre d'écouter ce que certaines personnes ont à dire sur la stratégie. Là. Ouais, t'es ben trop radical. Là. Ouais, peut-être, c'est peut-être trop radical. Man, Fait que, fait que parlant de radicaux, Oui. quand on entend en général classe sociale, en théorie des classes sociales, les classes sociales, la bourgeoisie, le prolétariat, la classe ouvrière, tous ces termes-là qui sont rentrés un peu dans le jargon, là, je dirais pas populaire, parce qu'il n'y a pas grand. Tu croises ta coiffeuse, elle ne te parlera probablement pas de prolétariat. Surtout dans ton cas, à toi, elle ne te parlera pas pantoute, vu que tu n'as pas de cheveux. Mais toi, ce que tu dis, c'est que c'est pas Yann juste. n'est pas là, mais son esprit est avec nous. Exact, son esprit est avec nous. Mais toi, ce que tu dis, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas juste les marxistes là, qui parlaient de ça. Les libéraux parlaient aussi des classes sociales. Puis on va essayer de démêler tout ça dans le podcast. Oui, ben écoute, j'aime vraiment comment tu as seté la table parce que théorie des classes, quand les gens pensent ça, ce qu'ils vont entendre la chose suivante. Si vous entendez le mot prolétaire ou les plébéiens versus les capitalistes ou Le patronat. le patronat, tous ces mots-là qui incluent des lignes de distinction socio-économique, c'est ça la théorie des classes, selon les marxistes. Des niveaux différents de sophistication, puis je dis sophistication comme si c'était sophistiqué, mais plus des niveaux d'élaboration que de sophistication. Ils vont souvent dire, donc, c'est quoi la notion de classe? Pour les marxistes, en gros, c'est qu'il y a quelqu'un qui détient les moyens de production et il y a quelqu'un qui ne les détient pas. Et en fait, qui même le travailleur rend celui qui a l'autre moyen de production, le capital, plus productif. Donc, en fait, c'est pour ça que les riches volent les pauvres. À toute fin pratique, dans le modèle marxiste, c'est que tu as la paupérisation des gens. Et c'est ça. Le modèle marxiste, c'est fondamentalement ça, mais ce que les gens ne savent pas, puis honnêtement, si tu as été à l'université, tu l'as entendu quelque part. La lutte des classes. Même si tu n'es pas allé à l'université, tu as entendu ça. Tu n'as peut-être pas cliqué sur tous les détails, mais c'est tellement dans le discours populaire que même des gens de droite, tu peux les entendre dire ça. Mais Ben, c'est parce qu'il y a eu, excuse-moi de te couper, mais ouais, c'est parce qu'il y a eu plusieurs auteurs aussi qui ont parlé de ça. On se souvient de Marx, puis là, on parlait de plusieurs penseurs libéraux, mais si vous prenez il y a des cours là, à l'université sur la thématique des classes sociales, par exemple en sociologie, puis là, ben, vous allez voir que oui, Marx en a parlé, mais Max Weber en a parlé, Pierre Bourdieu en a parlé, dans différentes approches différentes. Là. Ben, dans des approches différentes, pour faire
Ouais, tautologie, là, mais et plusieurs autres, là. C'est juste qu'on a comme retenu juste une version, ou en tout cas, il y a une famille politique ou une idéologie qui a comme le monopole un peu sur ces termes-là. Mais s'ils ont rien, c'est pas exclusif aux marxistes, là, l'histoire des classes sociales. non, non seulement ça, mais en fait, ce que je veux dire aux gens ici, c'est que Marx a volé ici l'idée aux penseurs libéraux. Fait que, tu sais, on va faire un peu d'histoire des idées. Il l'a volé aux libéraux et il l'a, comme on dit en anglais, he bastardized it. Mhm. Il l'a mélangé avec un paquet d'affaires qui faisait pas de sens, de telle sorte qu'il l'a dénaturé à toute fin pratique. Donc, c'est plus du tout ce que les libéraux voulaient dire. Mais en gros, là, la raison que je dis tout ça, c'est que les libéraux, eux, avaient aussi une théorie des classes sociales, mais c'était, au lieu d'opposer le capitalisme versus le prolétaire, la ligne de démarcation, c'était le producteur et le prédateur. Mhm. Ceux qui vivent de l'échange volontaire et ceux qui vivent du privilège ou de la contrainte. Et par ça, tu vas entendre souvent l'État. Mais Tu en vois, même même Wikipédia te donne raison, hein, parce que je suis allé voir pour le fun pendant que tu parlais sur la page théorie des classes sociales. Et on dit que la théorie marxiste a des origines libérales. Et là, on cite un auteur qui s'appelle François Guizot, Yep. né le 4 octobre 1787 à Nîmes, mais mort en 1874 à Saint-Quin-le-Pin, est un historien et homme d'État français, un membre de l'Académie française. Bon, il a été député pendant une quinzaine d'années à l'époque. Et justement, on dit que lui fait partie, même chez les Français, d'une école plus libérale qui a amené cette théorie-là des classes sociales. Il y a d'autres Oh, noms qui sont cités, là, mais oui, ben écoute, je vais en parler d'une couple d'entre eux, là, mais il faut se remettre un peu, il faut quitter le présent pour comprendre d'où ça vient. Mais par contre, ça reste pertinent dans le présent. C'est que dans le passé, OK, les gens aujourd'hui, ils voient comme les divisions socio-économiques comme étant les riches versus les pauvres. Mais à l'époque, la bonne distinction, c'était plus les aristocrates, les gens qui étaient à la cour du roi versus les autres. Donc, tu avais plus une opposition entre l'aristocrate et la bourgeoisie ou des choses comme ça. Donc, tu avais plus une sorte d'opposition qui suivait des lignes d'accès à la cour du roi ou aux parlements régionaux. Donc, tu avais, une division. Tu avais une division socio-économique qui existait, mais elle était plus corrélée avec le pouvoir. Puis ceux qui la critiquaient beaucoup, cette ligne de division, c'était des libéraux. Et c'est pour ça aussi souvent que les libéraux à l'époque étaient même très associés à ce qu'aujourd'hui on dirait à gauche. Fait qu'il y a même des penseurs qui étaient définitivement des libéraux qui ont été réappropriés un peu comme étant des sortes de socialistes. Il y a même, en fait, à la fin du 19e siècle, une drôle de branche de gens très confus qui se disent des libéraux socialistes. Parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris c'est quoi le socialisme, selon moi, mais qui reconnaissaient en fait la même vieille ligne de division dans les débats. Mais c'était tout le temps lié à l'idée d'une ligne de démarcation entre celui qui a accès au pouvoir et celui qui n'y a pas accès pour s'enrichir. mais ça peut-tu être aussi un phénomène, ce que tu es en train de dire là, t'en parlais justement t'en parles dans le livre, Le Tour du monde, le Tour du libéralisme en 80 idées. Tu dis, il y a plusieurs manières de voir des oppositions en politique. Par exemple, si tu es un conservateur, tu vas voir, bon, tradition, civilisation versus barbarie ou décadence. Si tu es un libéral, tu vas avoir liberté ou coercition. Si tu es un marxiste ou quelqu'un de gauche, tu vas voir oppresseur, opprimé. Mais mettons, si on prend un exemple qui est historique au Québec ou au Canada français, le régime seigneurial. Donc, tu peux Yep. avoir des oppositions au régime seigneurial. C'est un peu ce que tu disais dans le temps, le lien avec l'aristocratie, tout ça. C'est pas nécessairement de l'aristocratie à 100%, là, mais on comprend un peu l'idée. C'est-à-dire que des gens ont, ils possèdent des seigneuries, dans le fond, et ça leur vient un peu de droit divin, c'est hérité de famille en famille. Et ben, tu peux t'y opposer, ça, uniquement d'une perspective de gauche, en disant ces gens-là, c'est des oppresseurs, il faut Yep. libérer le peuple de leur joug. Puis t'en as d'autres qui disent, peut-être d'un point de vue libéral, disent, ben oui, ces gens-là, ils ont un monopole sur une terre qui est illégitime d'une certaine manière. Ils empêchent les gens de circuler d'une place à l'autre. Leur pouvoir
est illégitime, mais pour d'autres raisons. Puis là, ben, ça fait que libéraux, d'une manière un peu étrange, libéraux et, mettons, socialistes ou marxistes pourraient défendre la même chose, mais d'un point de vue différent. Oui, ou d'utiliser des mots différents et avoir l'air d'être pareil. Mais tu sais, ton exemple du régime seigneurial, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à l'utiliser, mais il est parfait. La corrélation était que les gens voyaient, ben, c'était une structure dans laquelle il y avait une oppression, c'est-à-dire le seigneur pouvait aller voir la police et faire respecter la hiérarchie qui était construite par la loi. Donc, tu sais, tu peux voir l'oppresseur opprimé, mais tu peux voir aussi le libéraux là-dedans, la libérale qui va dire c'est coercitif, là. C'est très coercitif, ce système-là. Tu empêches à quelqu'un de posséder sa propriété, tu limites sa mobilité par la loi et il n'y a aucune raison de faire ça. Et tout ça pour enrichir un privilégié du régime. Donc là, c'est vrai Exact. que le libéral et le socialiste se ressemblent, mais c'est seulement parce que le sujet leur permet une convergence. Si le sujet disparaît, ils vont diverger à nouveau. Mhm. Non, c'est ça. Effectivement. Fait que c'est comme un exemple parmi tant d'autres. Puis en Europe, ben, ça a dû être un peu la même chose. Tandis que ben, tu sais, c'est une tension, je pense que tu observais même parmi les partisans tu sais, en France de l'abolition de la monarchie, c'est que tu avais, t'avais du monde de la bourgeoisie, mettons, qui voulait, en gros, ils voulaient être le roi à la place du roi. Là. En fait, ils voulaient être des aristocrates à la place des aristocrates. Puis tu en as d'autres que c'était carrément des gens qui disaient, ben oui, mais le fait, par exemple, que le roi puisse décider de politique économique dirigiste, ça n'a aucun sens. Puis là, ben, tu sais, toutes sortes de personnages qui ont existé, comme Turgot, comme Kenney, tout ça, de gens qui s'opposaient au pouvoir royal, mais pas nécessairement d'un point de vue socialiste, plutôt d'un point de vue libéral. C'est un peu le même genre de choses, là, finalement. Oui, puis écoute, en plus, là, il ne faut pas confondre deux personnes ensemble, mais un des premiers qui est vraiment à dire ça, en fait, étrangement, là, le groupe de gens les plus libéraux dans le sens que nous, on décrit, là, qui font cette distinction-là qu'on est en train d'essayer d'établir, c'était des Français. C'est ça qui est Mhm. assez surprenant. La tradition libérale française était vraiment très forte. Et tu avais, là, il ne faut pas confondre le gars que je t'avais de mentionner avec un socialiste du même nom, là, mais tu avais un gars qui s'appelait Jérôme Adolphe Blanqui, qui était un étudiant, en fait, de Jean-Baptiste Say, le père de plusieurs termes en économie. Donc, ce n'est pas des noms anodins que j'ai, c'est des grandes figures Mhm. qui étaient données. Puis lui, il écrivait que l'histoire oppose ceux qui vivent de leur travail et ceux qui vivent du travail des Les autres autres. en force contre eux. Donc, tu es un peu t'es un peu imposé. Et donc, quand l'autre travaille pour toi, c'est pas que l'autre décide d'échanger avec toi, c'est que l'autre se fait imposer de devoir travailler pour toi. Donc, bon, ça peut impliquer l'impôt. Donc, si tu payes de l'impôt pour donner à un seigneur, Les ben là, tu le tax fais vivre. eaters. Ben, c'est ça, le tax eater, c'est là que tu fais vivre une autre personne sans faire des échanges. C'est la même chose si tu lui donnes des privilèges, des barrières douanières ou des monopoles légaux. Puis, une des choses, par exemple, qu'on ne sait pas au 19e siècle, qui était commun dans les pays occidentaux, tu avais des lois qui s'appelaient, ben, en fait, qui criminalisaient la violation d'un contrat de travail. Donc, si moi, je quitte mon employeur aujourd'hui, ben, mon employeur ne peut pas m'amener en cours pour autre chose que des dommages civils. Ouais. Et donc, tu sais, je peux être suivi pour de la négligence au travail, donc j'ai des responsabilités, mais c'est pas une offense criminelle. À l'époque, tu avais souvent ça, en fait. Tu avais le fait que si tu ne pouvais pas quitter ton emploi, si tu étais par exemple un servant, les servants en Angleterre, mais aussi en France. C'était pas le cas au Québec, par contre, étrangement. J'ai toujours été un surpris de ne pas trouver ça au Québec. Ben, il y avait des dispositions comme ça, mais pas aussi extrêmes qu'en France. C'est que tu ne peux pas quitter ton employeur sans que ton employeur te le permette. Si tu quittais ton employeur sans te le permettre, il pouvait aller voir la justice et dire que tu avais commis un crime. Pas un truc civil comme genre, tu n'as pas réparé la clôture, on avait fait un contrat pour réparer une clôture. Non, non, tu as commis un crime. Et donc, tu pouvais avoir des sentences criminelles qui pouvaient inclure, soit dit en passant, des incarcérations. Donc, tu sais, c'était assez extrême. Donc, ça, c'est pas juste tu sais, des impôts, des subventions, des tarifs. C'est même des contraintes assez Ah ouais. extrêmes sur les travailleurs parce que tu empêchais aux travailleurs de dire, ben, je peux mettre les employeurs en compétition l'un avec l'autre. Non, en fait, c'est que tous les grands aristocrates qui cherchent des servants vont voir telle institution, le roi ou le Parlement en Grande-Bretagne, disent
donne-nous une loi qui fait en sorte qu'on n'a pas personne dans notre groupe qui va tricher et en essayant d'embaucher des gens, de moins de faire du poaching d'employés. Ben, fais une loi qui interdit qu'on puisse faire du poaching. Fait comme groupe, nous, comme aristocrates, on est capable de se protéger contre la compétition sur le marché du travail. Le roi, le Parlement donne ça, et les travailleurs se font fourrer parce qu'ils ne peuvent plus utiliser la concurrence pour faire augmenter leur salaire. Donc, tu te retrouves avec une situation d'exploitation. Les socialistes diraient, regarde, c'est le capital, mais les libéraux diraient, non, c'est ceux qui vivent de leur travail versus ceux qui vivent du travail des autres sans consentement. Fait que tu as ce gars-là, Ouais, Blanqui, Blanqui, ouais. mais j'oublie son prénom exactement. J'oublie tout le temps son prénom. J'ai peur de. Il y a l'autre, il y a un socialiste qui s'appelle Louis Blanqui, mais je ne sais pas si lui, c'est Jérôme, whatever. Pas important, Peu là. importe. Blanqui. Il est plutôt, anyways. T'en as un autre, Destoute de Tracy. Il dit la société est une suite d'échanges qui nous civilise, entre autres. Et l'État, lui, est le char qui est accroché après cette suite d'échanges qui est tiré de l'avant, mais qui cherche toujours à alourdir le processus pour redistribuer au poids mort dans la charrette en arrière. Fait que, le langage est extrême. Tu en as d'autres qui. J'oublie c'est qui, mais il y en a un qui parlait des abeilles et qui étaient les classes productives. Et les classes improductives, les frelons. Puis ça, il disait les soldats, les soldats de noblesse. Donc, tu sais, le comte de Vincent de Geloso, qui est comte de Chambord, lui, il a une commission dans l'armée. Ça, c'était les soldats professionnels dont il parle. Le clergé étatique, la noblesse, les bureaucrates, le roi, la cour, eux, ils vivent de spoliation légale, puis c'est des frelons, donc des parasites. Le mot parasite apparaît très fréquemment en passant dans ce discours-là, particulièrement à la fin du 19e siècle, quand on a aussi la théorie des germes qui apparaît. Donc, il y en a qui les traitent de virus quand ça commence à apparaître. Donc, tu as vraiment une sorte de tradition chez les Français qui est là de dire qu'en fait, oui, il y a une division, il y a des classes, mais c'est des classes qui se déterminent selon leur capacité à faire accès à l'État. Et l'ennemi, au lieu d'être le capitaliste, que c'est celui dans le langage des marxistes, l'ennemi, c'est la caste prédatrice, la casta politica, si tu veux, pour reprendre un verbiage plus moderne. C'est ceux qui vivent avec l'appui de l'État et qui ne créent fondamentalement rien. Parce que ils sont pas des entrepreneurs, ils ne sont pas en train d'essayer d'innover, ils Ouais, sont c'est pas en ça. train. C'est que dans le fond, tu sais, si on le met un peu grossièrement, puis je sais que c'est plus compliqué que ça dans les détails de la pensée de tout le monde, là, mais de manière un peu schématique, là, tu sais, le marxiste va dire ben, le bourgeois abuse du prolétaire parce que lui est propriétaire des moyens de production. Puis le libéral va dire peut-être, mais s'il le fait, c'est très probablement parce qu'il s'est appuyé sur l'État qui a donné les moyens de le faire ou qui permet que ça puisse se faire. Et non seulement ça, l'État peut, ce faisant, brimer un autre bourgeois, entre guillemets, que toi, tu associes à un prédateur, mais en fait, est victime de ce système-là en choisissant les gagnants puis les perdants, justement, là. Fait que c'est une manière beaucoup plus, je pense, sophistiquée d'élaborer la chose. En fait, c'est ce qu'on appelle souvent le crony capitalism, là. C'est le Yep. fait que, justement, ce que beaucoup, souvent, de gens de gauche dénoncent, parce que j'en vois souvent des gens de gauche qui disent ah, Nordvolt, puis tout ça, c'est dégueulasse. Puis là, dans leur tête, c'est ça le capitalisme. Puis t'es comme, ben non, ça, c'est un régime avec un gros gouvernement autour duquel tu permets à ce que des lobbies ou des groupes d'intérêt puissent avoir de l'influence. Et ces gens-là profitent de leur influence auprès de l'État, auprès de cette caste-là, justement pour en tirer des privilèges que un vrai libéral va considérer comme abject, là. Dans un vrai régime libre, cette entreprise-là n'est pas supposée d'avoir accès à de l'argent, puis pas moi ou pas lui. Cette entreprise-là n'est pas supposée d'avoir accès à un règlement qui fait que leur produit, les gens sont obligés de l'acheter, mais pas le mien. En réalité, c'est pas du libre marché, ça, c'est du dirigisme économique.
Oui, puis non seulement ça, mais en plus, dans la version que tu dis, c'est que toi, puis le capitalisme de copinage, c'est la version moderne un petit peu de la théorie libérale des classes sociales. Mais l'autre truc qui est vraiment unique chez les libéraux, c'est qu'ils vont dire que il n'y a pas une finalité de l'histoire, mais il y a une progression. Ils disent qu'en fait, Mhm. il y a une lutte entre les classes productrices et les classes euh, prédatrices. Et le progrès dans une société, c'est dans la marginalisation des classes prédatrices. C'est-à-dire qu'il faut que tu enlèves à l'État certains de ses pouvoirs de pouvoir dominer. Donc, il faut que tu introduises un État qui a des contraintes, là, les gens vont reconnaître des choses que je dis tout le temps, qui a de la compétition au service de l'État, que l'État n'a pas de monopole en soi, des choses très, très, très. Puis en fait, dans cette tradition-là, chez les Français, c'est presque de l'anarchisme, en fait. Ouais. Même, il y en a plusieurs. Bon, il y en a un qui est un peu. Qui n'est pas super connu, puis qui a éventuellement flippé de bord, éventuellement, mais il y en avait un qui était Dunoyer. Lui disait, en fait, plus la société s'industrialise, plus elle se développe, donc, parce que tu sais, industrialise à l'époque, c'est l'équivalent du mot développement, plus l'État devient impertinent. Donc, en fait, Ouais. l'idée, c'est que, puis il renverse quelque chose que beaucoup de gens de gauche disent, c'est qu'on a besoin de l'État au fur et à mesure qu'on se développe parce que la société devient plus complexe. Mais lui, il renverse ça complètement à l'envers. Il dit, en fait, plus on se développe, moins on a besoin de l'État. Donc, en fait, éventuellement, il devrait servir de la même manière euh, que notre. J'oublie tout le temps l'organe qui nous sert absolument à rien. C'est quoi le nom en français, là? L'appendice. Ouais, Euh, l'appendice. l'appendice, c'est Ben, qu'il ça va sert à devenir. être malade, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça va être un vestige d'un passé révolu qu'on va toujours observer comme des vieilles ruines romaines sont là, mais personne s'en sert. Euh, donc, c'était ça, là, dans ce discours-là, tu avais vraiment quasiment de l'anarcho-capitalisme de l'époque, où est-ce que faut pas d'État. L'État, en fait, c'est que le mal. Puis c'est encore plus intense, by the way, chez les Britanniques. Chez les Britanniques, puis en plus, tu peux voir le truc qu'on disait au début, que souvent, tu peux comprendre pourquoi ils étaient associés à la gauche. Euh, les champions du libre-échange radical, ça inclut Richard Cobden, qui est un de mes héros personnels comme intellectuel. C'est lui qui pousse pour la libéralisation unilatérale du commerce des grains en Angleterre. Ouais. Donc, il fait abolir ce qu'on appelle les Corn Laws en étant au Parlement avec un de ses chums qui s'appelle Richard Bright. Et ils sont. John Bright, excuse-moi. Et ils éliminent un paquet de démantèlements de privilèges que l'État pouvait conférer, mais ce n'était pas juste dans les affaires de tarifs. Ils étaient anti-impérialistes. En fait, Bright, à la fin de sa vie, il y a une campagne britannique pour aller prendre l'Égypte, à toute fin pratique. Là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais lui, il dit c'est pour faire plaisir aux gens les actionnaires dans la City of London qui ont des bons du trésor, qui veulent s'enrichir en prenant aux petits Anglais les sommes qui seront investies pour aller soumettre, placer en soumission les Ottomans, les Arabes, les Berbères. Et c'est uniquement pour leur bénéfice qu'on fait cette guerre-là. Donc, même un anti-impérialisme assez fort, un anticolonialisme très développé dans ce groupe-là. Aussi contre les lois que je t'ai parlé tantôt qui interdisaient aux gens de quitter leur employeur sous peine de sanctions criminelles. Donc, tu avais vraiment une classe de ça qui est assez extrême. Tu as un livre vraiment cool récent qui a été écrit sur un autre qui était moins connu qui s'appelle Thomas Hodgkin. Lui, il défendait complètement le travail libre. Ça voulait dire que tu faisais les contrats que tu voulais, avec qui tu voulais, avec les libertés que tu voulais, et l'État ne pouvait pas te dire comment ton contrat pouvait se faire. Et Hodgkin, il disait en fait, il dit tous les contrats que l'État nous dit qu'on peut faire sont conçus pour fourrer le petit travailleur. Fait que, puis Ouais.
Hodgkin est pro-libre-échange, il veut éliminer, il n'est pas anti-État, mais il est fucking libéral. Là. Je veux dire, si tu l'entendais aujourd'hui, tu serais comme, holy shit, man, ce gars-là, c'est comme, Ouais, mais c'est parce qu'on a. les libertariens ont l'air modérés Mais c'est comparativement. mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on a comme compartimenté des idées, puis on les a. Tu sais, c'est ça que tu disais aussi dans le podcast avec Jérôme, c'est que, tu sais, historiquement, les libéraux ont été haïs par la gauche comme par certaines mouvances de droite, ce qui fait que selon le contexte, on les a classés d'un bord ou d'un autre. Puis c'est vrai aussi des fois pour d'autres familles politiques. Là, j'en reparlerai dans les prochaines semaines, là, mais bref, dans le cadre d'un projet, je parlais d'un livre qui est écrit en 1971 par un gars qui est considéré par tout le monde comme un gars de gauche. Là. Dans les milieux de gauche, même, c'est un auteur que tu vois cité dans des mouvances pro-décroissance. Tout ça, c'est un gars qui s'appelle Ivan Illich. Et il a écrit un livre en 1971 qui s'appelle Deschooling Society, une société sans école. Et si j'enlève son nom du livre, puis je mets, mettons, un auteur, puis je te dis ça, c'est un libertarien américain, Je te croirais. tu passeras au travers puis tu me croirais. Le gars dedans, il explique que le monopole qu'a l'État sur l'éducation, ça sert que à transmettre l'idéologie dominante, puis que dans le fond, il faut des modèles d'école décentralisées. Puis là, tu lis ça, puis t'es comme. C'est un discours de libertarien, ce truc-là, en réalité. Le gars, pourtant, est un écrivain de gauche considéré comme proche des mouvances écolo décroissantes, puis tout. Mais c'est pour dire que sur certains sujets, des fois, ça ne veut pas dire que tu appartiens à une famille ou c'est juste que le chemin qui amène à défendre ces idées-là, des fois, est un peu différent. Mais en réalité, tu as des auteurs, tu sais, comme, mettons, Thoreau, là, Henry David Ouais. Thoreau. Il y a plusieurs personnes de gauche qui trippent sur cet auteur-là. Moi, toutes les fois que je l'ai lu, j'étais comme pas mal anarchiste, genre. Aujourd'hui, on dirait que ce gars-là est libertarien. Le type voulait refuser de payer ses impôts parce qu'il disait que ça finançait la guerre entre le Mexique et les États-Unis ou une autre guerre. Là. Ouais, la guerre avec c'est Ouais. le Mexican-American War. Exact. Et là, tu dis, ouais, ça, c'est pas mal là, une opinion. Aujourd'hui, on dirait que ce gars-là est d'extrême droite. Là. Si tu regardes le climat ambiant, pourtant, plein de gens lisent ce gars-là en disant, ouais, mais tu sais, c'est un anarchiste libertaire de gauche. Ça, tu dis, ben, ça dépend selon quel cadre de référence tu le lis. C'est George Orwell aussi, tu as le même genre de truc. Là. Il y a des gens qui pensent que George Orwell, c'est un socialiste, d'autres qui disent que c'est le plus grand critique des régimes socialistes totalitaires. Puis tu te dis, ben, pour vrai, je ne sais plus trop. C'est Ouais. peut-être que les deux sont vrais aussi. Oui, puis écoute, en plus de ça, puis je vais comme renchérir sur ce que tu dis, mais il y a aussi des gens qui étaient clairement libéraux à l'époque, puis qui, si tu leur redemandais aujourd'hui, je suis sûr qu'ils diraient encore des choses vraiment hardcore libérales. Mais la manière dont ils ont pris leur position, il a comme juste survécu le truc qui sniffe de gauche. Ouais, ouais, Que ouais, les ouais. gens vont dire ça sent de gauche, mais alors qu'en réalité, c'est parce qu'il y a comme des choses qui n'ont pas survécu dans le discours ou on a Ouais. des détails qu'on a oubliés. Les meilleurs, c'était les Américains là-dessus. Il y avait un groupe des Américains qui s'appelait les Locofocos. Début du 19e siècle, c'était le parti le plus dominant dans le. C'était pas un parti, c'était une frange du Parti démocrate. C'était une frange hyper radicale. Je pense qu'ils ont été au contrôle de l'État de New York pendant 2 décennies. Ils étaient tellement radicaux qu'ils disaient on va privatiser l'inspection de la nourriture, on va enlever tous les monopoles. Ils coupaient plein d'affaires. Ils ont comme. C'est un parti libertarien qui a été au pouvoir, OK, fondamentalement. Mais dans leur discours, ils avaient un discours très anti-banque. Puis Ouais, ça, ouais. le discours anti-banque, c'est le truc que la gauche se réclame aujourd'hui. Puis que si tu dis des choses pro-banque aujourd'hui, ben, t'es de droite. Mais eux, ce qu'ils Ben, disaient à ça l'époque, dépend. Tu as quand même le certain libertarien, c'est très anti-banque centrale. oui, Que dans le mais fond, tu sais, on parle de banque oh, privée oh, ouais, ici, non, là. je comprends. On parle des gens qui prêtent de l'argent, donc les Oh, ouais. usuriers, comme on dirait Oh, ouais. à l'époque. Mais ce qu'on oublie, puis ce que ces gens-là dénonçaient, c'était que aujourd'hui, tu pourrais techniquement ouvrir une banque sans aller demander au Parlement si tu avais le droit d'exister. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. En fait, les banques avaient des chartes qu'ils devaient recevoir du gouvernement pour devenir une société à limited liability. Donc, Ouais, ouais, ouais. fallait que tu ailles voir, fallait que tu aies une charte législative là, qui était donnée par des législateurs, par l'État, qui te donnait le droit
d'avoir ça. Et donc, si l'État donne le droit d'avoir cette limitation-là, Créer un privilège, ben, créer tu une crées un caste. privilège. Fait que là, eux, ce qu'ils défendaient, en fait, ce qu'ils disaient, c'est qu'on devrait avoir du pure free banking. C'est-à-dire que si tu prêtes de l'argent, si tu veux avoir une banque, tu peux ouvrir une banque. On n'est pas contre. Mais c'est ton capital, il n'y a pas de limite sur le liability. Tu es responsable des risques que tu fais, puis c'est pas à quelqu'un de te subventionner tes risques. Et surtout, c'est pas à quelqu'un de te permettre d'être protégé contre ça. Tu en avais quelques-uns qui défendaient l'idée des limited liability, mais ils disaient qu'il ne faut pas que ce soit l'État qui le confère, il faut qu'il y ait des critères clairement définis, neutres et objectifs Ouais, ouais. pour que tout le monde puisse se qualifier s'il rencontre ces critères neutres et objectifs. Donc, tu sais, eux autres, ce qu'ils disaient, c'était pas qu'ils étaient anti-banque, c'est qu'ils étaient très clairement opposés à des privilèges donnés aux banques et ils voyaient, en fait, à l'époque, ça, c'est partout dans l'histoire américaine, la relation entre les institutions financières et l'État. Ouais, ils critiquaient le C'est fait que c'était comme un genre de cartel, là, dans leur esprit, là. Ben oui, c'est pour ça que plus tard, tu as des gens qui. William Graham Sumner, qui est un des grands économistes américains du 19e siècle, lui, c'est lui qui a inventé le mot plutocrate. Donc, à toute fin pratique, c'est lui qui l'a déployé, c'est lui qui l'a utilisé il y a d'autres personnes qui en ont parlé avant, mais c'est lui qui en parlait le plus de manière soutenue en premier. Et lui, il disait, il y a les gens qui s'enrichissent par la politique et tu as ceux qui s'enrichissent comme le peuple producteur, ceux qui s'enrichissent par le marché. Et les plutocrates, c'est ceux qui s'enrichissent par la politique. Dans ses affaires, il dit notamment, il inclut les banques qui obtiennent des traitements de faveur de l'État. Il dit c'est important de pouvoir canaliser l'épargne vers l'investissement, mais c'est pas à l'État de décider qui a le droit de faire ça. Ouais. Et puis là, il écrit des choses que ils sont très, très, très libérales. En fait, William Graham Sumner a même écrit, il y avait un autre terme qu'il utilisait, il appelait ça The Forgotten Man, l'homme oublié, puis c'était monsieur, madame, tout le monde qui travaille fort, puis qui paye ses impôts, puis qui se fait manger la laine sur le dos, mais qu'on va toujours oublier dans les livres d'histoire. Pourquoi? Parce que le Forgotten Man est très petit, il n'est pas visible, mais c'est quand même lui qui porte la société, c'est lui qui porte les échanges, c'est lui qui Mhm. porte l'avancement. Ceux qu'on va voir, ce sont, lui utilise, je ne sais pas s'il utilise le mot parasite, mais il est décrit pas mal comme des parasites. Tous ceux qui sont les plutocrates sont en fait les parasites qu'on va voir dans les livres d'histoire. Donc, tu sais, une tradition très, très conservatrice. Puis Sumner, c'était pas juste un petit nobody. Là. Je pense qu'il était le premier prof d'économie à Yale aux États-Unis. Donc, c'est Mm. pas un des grands pionniers de la pensée économique aux États-Unis. Mais est-ce que tu dirais que, parce que là, on a commencé à en expliquer un peu c'était quoi pour les libéraux, les classes sociales, puis la distinction avec les marxistes, tout ça, mais on a commencé au début en disant ça a un peu été volé, autrement dit, là, cette théorie-là. Est-ce que tu penses que le fait qu'on retient de l'histoire que classe sociale égale marxisme ou communisme, c'est parce que c'est eux qui ont dit qu'il fallait l'abolition de ces classes sociales-là? Euh, les libéraux, en fait, disent que dans une société où est-ce que l'État a moins de pouvoir, tu n'auras plus de. Tu vas avoir des distinctions qui vont exister entre les gens sur la base de la contribution relative des individus au progrès social. C'est comme ça qu'il l'aurait dit à l'époque. Donc, si, mettons, moi, je suis plus riche que toi, c'est pas parce que j'ai eu l'État, c'est parce que j'ai produit quelque chose qui était, qui Ouais, était fait qu'il net. va y avoir des inégalités qui vont persister, mais qui ne seront pas organisées sous la Exactement. forme de caste ou Exactement. de Fait que là, c'est classe. là que chez les libéraux, c'est chez les libéraux-là, il existe une composante d'inégalité qui va toujours exister dans la chance. Donc, si ça vient de la chance en passant, il y en a quelques-uns qui vont dire qu'il faut faire certaines interventions comme l'éducation, donc d'assurer, c'est Ouais, là que tu ouais. peux voir la tradition libérale d'avoir les school vouchers. Donc, il faut que tu ailles le financement universel de l'éducation, mais pas la provision publique de l'éducation. En fait, il y en a quelques-uns qui vont dire qu'il faut qu'on combatte les inégalités de chance. Tu vas avoir ceux qui vont dire qu'il reste des inégalités de choix, donc que les gens font des choix qui mènent à des inégalités puis que c'est pas du tout jugeable.
Et t'en as qui vont dire qu'il y a des inégalités naturelles de innate skill. Donc, moi, je suis né avec un talent, puis mon talent est juste plus valable que le tien. Ouais, ouais, ouais. T'en as qui vont dire ça, mais ils vont dire que ces inégalités-là sont infimes comparativement à celles que l'État lui-même génère et elles ne persistent pas parce que l'être humain est capable d'acquérir des talents, il est capable de se progresser, de s'améliorer. Ce pas des inégalités qui sont immuables. Celles de l'État sont immuables à moins qu'on atrophie l'État. C'est ça qu'ils vont dire dans leur discours. C'est ça qui est distinct avec les marxistes parce que Marx et les autres qui succèdent, eux, ce qu'ils vont dire, c'est en fait pas mal toutes les inégalités ressortent de. Bon, chez Marx, il y en a quelques fois des signes, mais il n'est pas clair, comme toujours, là, parce que, encore une fois, je le répète, lire Marx, c'est se faire blessure à soi-même. Euh, Marx a l'air de dire qu'il y a certaines inégalités naturelles, donc tu pourrais penser génétique, mais lui va dire que c'est que une inégalité qui revient à qui a accès au pouvoir, aux moyens de production, et que toutes ces différences-là qui sont liées aux moyens de production pourraient être éliminées si les moyens de production sont collectivement possédés. Ouais, alors. Collectivement possédés, ça veut dire par l'État, mais whatever. Ouais, c'est ça. Il y a toutes sortes d'interprétations après chez ceux qui descendent sur qu'est-ce que veut dire ces trucs-là. Mais tu sais, il y a un bout du truc avec lequel c'est difficile d'être en désaccord. Après, c'est justement au niveau de l'explication, puis surtout de la solution, là. Mais tu sais, justement, le fait de dire qu'il y a des gens qui possèdent des moyens de production de manière injuste ou inégale, puis qu'il y en a qui n'en ont pas, puis sont obligés d'être les esclaves de ces gens-là. Ben, tu sais, dans tout système où tu as un truc dans tout système où tu as des permis, par exemple, ben, c'est un peu ça qui prévaut, là. Tu sais, si c'est le gouvernement qui décide combien de personnes ont le droit de faire telle activité, qui dessert des permis, puis que toi, tu arrives, tu peux pas entrer là-dedans, puis tu es obligé de travailler pour ces gens-là, ben, c'est un peu le système que Marx décrit, là. Il y a des gens qui sont propriétaires des moyens de production, ACA, le permis de taxi, le permis d'exploiter une érablière, le permis de ci, de ça. Tu te dis, ben ouais, mais moi, je veux rentrer là-dedans, je voudrais avoir ma propre business. Non, tu peux pas. Il y a un contingentement qui fait que tu peux pas. Donc, si tu veux travailler là-dedans, tu dois travailler pour cette autre personne. Ben, après, moi, je dis le problème réside dans l'État qui a accordé ce système-là. C'est lui qui a mis en place ce système-là qui fait que la dite personne qui est propriétaire des moyens de production a l'exclusivité, ou en tout cas une forme d'exclusivité sur ce segment de marché-là. Si demain matin, tu dis que le papier vaut rien, ben, l'inégalité entre le bourgeois et le prolétaire a disparu, là. Ben, elle a disparu, elle va disparaître, là. Ouais, ben écoute, c'est là que là, c'est une tradition qui n'existe plus, puis je vais rajouter à quelque chose que tu dis. Pour Marx, là, le problème, c'est que alors que les libéraux parlent de l'aliénation via le pouvoir politique, eux vont parler les marxistes vont parler de l'aliénation via l'existence de la propriété privée Ah ouais. en soi. Même le Puis, fait de l'argent comme tel est une forme d'aliénation, le bien, le fétichisme de la marchandise, tout ça. Là, ça nous amènerait d'un rabbit hole qu'on n'a pas le temps, là, mais oh oui, mais tu vois, il y avait un truc qui a existé pendant un moment, puis qui n'existe plus maintenant, mais ça s'appelait le libéral-socialisme. C'était comme une idée en transition entre deux sets d'idées, alors que les gens avaient de la difficulté à comprendre certains concepts. Mais John Stuart Mill, en fait, s'en décrivait un peu comme étant parti. hum, Donc, c'est pas des nobodies, mais en gros, ce qu'il y avait en commun, ces gens-là, c'est qu'ils ils rejetaient, voyant à quel point les inégalités étaient importantes sur la base de l'accès au pouvoir politique et entendant les socialistes parler de l'émancipation des travailleurs, euh, ils ont dit, est-ce qu'on peut faire un mix des deux? Est-ce qu'on peut faire un mix où est-ce qu'on garde la propriété privée, euh, mais est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y a des places que les privilégiés du pouvoir politique ne sont pas capables d'accéder? Donc, ils essayent de voir, est-ce qu'on peut avoir des certaines formes de propriété publique qui forcent les riches à pas comme utiliser les commanding heights of the economy? Fait que, tu sais, mettons, tu peux pas, un riche pourrait pas être en charge d'une voie ferrée s'il est capable d'utiliser son pouvoir économique pour
contrôler le reste de la société ou d'utiliser son pouvoir économique pour avoir du pouvoir politique. Fait que cette espèce de synthèse-là qui a essayé d'exister pendant un moment, c'était quelque part essayant d'être entre Marx et entre les libéraux en disant est-ce qu'on peut empêcher en fait l'émergence de ces super structures de pouvoir, notamment via X et Y. Ça n'a pas survécu comme mouvement, ça n'existe pas, mais tu sais, tu as eu comme un épisode, mettons, de 30 ans où est-ce que ça a existé, fin 19e, début 20e, mais fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est que la version de Marx a pogné beaucoup plus pour la simple et bonne raison que tu peux faire des coalitions politiques beaucoup plus larges sur cette base d'antagonisme qui existe, alors que la vision libérale fait en sorte que un allié dans un domaine peut être un ennemi dans l'autre, donc tu ne peux pas créer des coalitions aussi stables autour du discours libéral des classes sociales. Donc, en fait, que l'idée de la dominance, de pourquoi la version marxiste a dominé, c'est parce qu'elle est politiquement plus utile que la version libérale. Si Mhm. ce que tu veux, c'est acquérir le pouvoir politique. Ouais, ben justifier une révolution, c'est clair que t'es mieux parti avec la théorie marxiste des classes, là. Surtout si tu fais miroiter aux gens que si on passe par la phase transitoire de la dictature du prolétariat, on va on va aller vers la société sans classe, puis que ceux qui ont rien vont être comme ceux qui ont tout présentement. Tu sais. Il y a une mythologie là-dedans qui est. En fait, je pense que c'est ça, c'est que si tu regardes, en fait, c'était quoi la théorie marxiste en général, là, sans rentrer dans les détails, il y a un aspect mystique à ça, puis même judéo-chrétien, là, tu sais, dans le fond, il y a un mysticisme, il y a un sens de l'histoire, il y a une délivrance qui arrive au bout d'un labeur. Il y a l'idée justement que le paradis va advenir, mais pas après ta mort, il va advenir sur Terre après ces phases transitoires-là. Tu sais, puis c'est facile de comprendre pourquoi des gens ont embarqué d'une certaine manière dans ces idées-là, parce que comme tu disais, le libéral, il y a, il y a une, j'ai aimé comment tu l'as dit dans une autre intervention, il y a une utopie, entre guillemets, théorique, mais pas pratique. Dans le sens que tu as un idéal vers lequel atteindre, mais tu sais que cet idéal-là, dans le concret, il adviendra jamais. Dans le sens que tu te dis, ben, il va toujours avoir des contentieux, il va toujours avoir du cas par cas un peu, il va toujours avoir de oui, ça, mais OK, en fonction du consensus local, ça, on ne peut pas aller vers là, on va plutôt choisir telle mesure qui n'est Puis il pas va toujours, 100%, tu sais. puis il va toujours avoir des conflits entre les hommes. C'est pour ça qu'il n'y a aucun libéral qui va dire qu'il faut créer l'homme nouveau. C'est ça, exact. Mais tu sais, même chez Marx, c'est pire encore que l'homme nouveau. Il y a une formulation qui est, je pense que ça se traduit par l'homme total, là. C'est l'idée que, tu sais, dans le fond, même dans la société sans classe, à un moment donné, tu sais, l'ouvrier délivré de sa condition va pouvoir faire la jonction entre, tu sais, l'homme manuel qui doit travailler et l'homme qui se consacre à des trucs intellectuels. Fait que, tu sais, tu vas pouvoir à la fois être un charpentier et un poète, là, genre ce genre de truc-là. Là, tu te dis, ouais, dans une vision un peu plus réaliste, on peut peut-être penser que si tu délivres les gens de l'obligation de travailler, vont peut-être s'adonner plus à de l'oisiveté. Puis, tu sais, je sais pas. Je sais pas jusqu'à quel point c'est réaliste comme vision de penser que si. Tu sais, tu as eu ça aussi chez certains partisans du revenu minimum garanti, là. Si on délivre les gens de l'obligation, tu sais, de travailler pour survivre, on leur donne un salaire qui, de base, permet de subvenir à des besoins, puis le reste, c'est comme de l'extra, ben, ils vont pouvoir se consacrer à autre chose que des tâches aliénantes et se développer l'esprit. Puis tu dis, je sais pas jusqu'à quel point cette vision-là est pas un peu Ouais, romantique et naïve. Puis si c'est pas plutôt, comme disait Félix Leclerc, que si tu veux tuer un homme, tu le payes à rien faire, là. ouais. Ben, en fait, ok, j'allais aller en quelque part d'autre, mais je vais rajouter quelque chose à ce que tu dis, puis ça, j'essaierai de revenir à mon autre point. Le, Ce qui distingue vraiment le libéral des autres, puis surtout dans la théorie des classes, quand je dis qu'il y a une absence d'utopie, c'est vraiment l'idée que
quand il n'y a pas d'homme parfait, ben, tout ce que tu peux faire, c'est des améliorations à la marge. Tu reconnais que la nature de l'être humain est faillible. Alors, tu peux juste essayer de toujours aller dans la bonne direction, mais tu sais que tu ne peux pas arriver. Il y a pas de Saint Graal, il n'y a pas d'utopie sur Terre, il n'y a pas d'utopie terrestre, il n'y a pas d'Eldorado auquel tu peux aller. Tu dois constamment renouveler ta tâche, de t'auto-améliorer, de faire de l'introspection, de poser la question, est-ce que dans nos institutions, il y a quelque chose qui limite la liberté des individus de manière non justifiable. Donc, tu as toujours une sorte de compromis entre les contraintes du monde réel, les changements du monde réel, parce que des fois, tu peux créer des changements technologiques qui créent des problèmes qu'on n'avait pas vu venir. Donc là, il faut qu'on réexpérimente entièrement à nouveau. Puis je pense que c'est ça qui nuit énormément aux libéraux relativement aux marxistes, c'est que tu es toujours au travail. Il y a toujours une tâche à faire. Il y a toujours des choses qui pourraient aller croche, donc il faut que tu prennes le temps de penser, puis dire que des fois, tu ne sais pas c'est quoi la solution, mais tu dis laissons les gens expérimenter, laissons des solutions essayer d'émerger organiquement par le résultat de l'action humaine, sans qu'il y ait un grand plan qui arrive d'en haut. Laisse les gens expérimenter. Laisse les gens expérimenter. Il y en a qui vont faire des kibbutz, qui vont faire des trucs qui ressemblent calissement à ce que les socialistes font. Ça va être 3% de la population. Puis tu vas en avoir d'autres qui vont vivre dans des communes hyper religieuses. Tu en as d'autres qui vont vivre dans des universités, puis ils vont faire leurs affaires, ils vont essayer. Puis tu vas avoir constamment de l'expérimentation, mais tu ne peux pas planifier l'expérimentation. Il n'y a pas une utopie expérimentale. En fait, même l'idée libérale, c'est constamment du renouveau, du réessai. Puis tu ne peux pas vendre vraiment beaucoup d'idéologie avec ça. Par contre, ce que tu peux vendre, c'est de dire, puis je pense que ça me ramène au point, c'est que ce que les libéraux peuvent vendre, puis ce qui est attrayant de l'idée libérale, puis que les marxistes ont essayé de reprendre, c'est que l'histoire est traversée par un conflit des classes. C'est juste qu'au lieu d'être une classe de propriété privée, c'est une classe d'accès au pouvoir politique. Donc, ce que tu dois faire, c'est toujours trouver des manières de minimiser et de constamment essayer d'être sur tes gardes sur comment est-ce que des gens peuvent convertir de la richesse économique en pouvoir politique et du pouvoir politique en richesse économique. Donc, tu ne veux pas, par exemple, que Pierre Fitzgibbon soit capable d'utiliser sa richesse pour être ministre de l'économie, puis après ça, donner des aides à tous les amis, à tous les gens qu'il connaît, puis des gens qu'il entretient souvent dans le passé. Tu ne veux pas que cette richesse-là lui donne un accès au pouvoir politique et que ses amis aient un accès au pouvoir politique à cause qu'ils sont de la même caste économique. Et en même temps, tu ne veux pas que l'État soit capable de créer Pierre Fitzgibbon de l'autre main. Et là, si tu réussis à faire cette tâche de constamment minimiser cette possibilité-là, ce que tu vas voir, c'est une histoire qui progresse, dans le sens que les conditions de vie vont s'améliorer, la pauvreté va reculer, le bien-être des individus va aller de l'avant, les moins privilégiés socio-économiquement vont pouvoir grimper le long de l'échelle. Tu ne pourras pas prédire la position d'une personne dans l'échelle socio-économique en fonction de ses parents ou en fonction de son rôle Mm. politique. Donc, le libéral, ce qu'il peut dire, c'est je peux te promettre la direction. Je ne peux pas te promettre la destination, mais je peux te promettre la bonne direction. Que si on minimise la création de classes sur la base du pouvoir politique, on va pouvoir aller de l'avant en gang. C'est juste ça que le libéral peut vendre. Mais tu sais, c'est pas aussi sexy at first glance que ce que le socialiste puis le marxiste peut vendre. Mais je pense que c'est plus solide, puis qu'une fois qu'une personne le voit, c'est plus facile de la garder à bord. Ouais, puis c'est peut-être plus subtil aussi dans le sens que, tu sais, c'est. Moi, j'élargis beaucoup cette question-là, tu sais, de justement le rapport entre le pouvoir puis tu sais, justement les différentes castes, tout ça. Ce n'est pas qu'un des gens, souvent, ils réduisent ça à l'aspect monétaire et de la richesse, là. Mais il y a autre chose là-dedans, là. Il y a des gens qui se magasinent une proximité avec le pouvoir pour l'influence que ça leur donne. Puis cette influence-là, elle peut pas nécessairement être monétaire, là. Tu sais, par exemple, le fait que dans des régimes, des religieux soient coquinés avec le pouvoir,
ben, ça leur confère un monopole sur le cerveau des gens, puis des avantages sociaux X, mais ça ne fait pas d'eux nécessairement des gens extrêmement riches, puis tout ça. Là, tu sais, dans les coins ruraux du Mais regarde, petit Québec ancestral, là, il y avait des gens qui avaient beaucoup de pouvoir dans des villages, qui n'étaient pas nécessairement des gens pactés d'argent. Là. C'était des gens qui. Fait aujourd'hui, tu as encore un peu la même chose. Tu as des intellectuels qui tournent autour du pouvoir, tu as des professeurs, tu as toutes sortes de personnes. Puis, tu sais, la récompense peut être que, je sais pas, moi, je dis ça à tout hasard comme ça, que le premier ministre dise du bien de mon livre sur son compte Facebook, par exemple. Mais hey, ça, c'est une forme de pouvoir ou d'influence qui n'est pas nécessairement visible. Tu ne regarderais pas ça en disant, mon Dieu, lui, c'est un bourgeois, moi, je suis un prolétaire. Mais c'est une forme de proximité avec le pouvoir qui, si tu es un libéral, tu vas juger malsaine. ben, tu sais, quand tu dis l'exemple du clergé, la première chose qui m'est venue en tête, c'est Ayn Rand. Puis tu peux voir exactement où est-ce que je m'en vais avec ça. Euh, Ayn Rand, dans son premier grand roman qui a réussi, il y en avait un autre avant qui est, selon moi, meilleur, puis montrant que tous les libertariens, tous les libéraux ont eu un flirt avec Ayn Rand, parce que ça fait partie de la relation libérale. Elle a un personnage dans The Fountainhead qui s'appelle. Il a fallu que j'aille regarder, puis ça fait 20 ans que je ne l'ai pas lu. Ouais, Il c'est ça, s'appelle. moi non plus, je ne me rappelle plus du nom. Là. Ouais, ça, c'est un livre d'adolescent, soyons honnêtes. Là. Je l'aime, mais c'est plus. Je suis pas sûr que je baserais beaucoup de ma philosophie dedans, mais il y a un personnage très marquant dedans qui est Ellsworth Toohey, Ah qui est ouais. un critique d'architecture dans un journal qui s'appelle Le Banner. Là, j'ai été obligé de demander à ChatGPT les détails parce que je me souvenais plus de tout. Mais lui, grâce à le pouvoir qu'il a, puis c'est un pouvoir tellement petit, euh, il s'en sert pour, il dit, il veut façonner l'opinion publique et il veut promouvoir ceux qui ont le pouvoir, mais il veut pouvoir, via cet accès au pouvoir politique qu'il a, il veut pouvoir obtenir leur faveur, leur bonne volonté, leur grâce. Et donc, peu importe ce que le pouvoir veut, lui va le défendre et il va miner ce que, ce que Ayn Rand appellerait les créateurs, comme son personnage principal là-dedans, c'est Howard Work. Euh, et donc, tu as l'idée, c'est que ce personnage-là, c'est comme la manipulation collectiviste qui existe en chaque personne, mais qui est celle de contre la grandeur individuelle, donc une sorte de tendance à vouloir être un sycophante pour le pouvoir politique. Puis ça, là, quand on dit que les relations avec le pouvoir, c'est pas juste une affaire d'enrichissement, ça peut être ces trucs-là. C'est-à-dire que Ben, tout ce que tu veux, c'est l'espèce de prestige qui devient, de par l'association, d'être un membre de la cour du roi. je pense Tu sais, que dans plusieurs milieux journalistiques, ça rentre direct là-dedans. Là. oui, mais tu sais, c'est comme quand tu regardes des vieux films, des fois, puis tu as un personnage qui va à la cour du roi, puis que jamais il aurait été dans sa vie, comme il s'effondre de par la grandeur de la place, puis il est comme Mhm. étouffé par le fait qu'il est dans une place qu'il n'aurait jamais pensé être. Puis après ça, le roi peut dire, puis tu aurais été une version comique dans un film il y a quelques années. Ah, pour toi, quand je suis venu dans ton village, ça a fait ta vie, mais pour moi, c'était juste un autre mardi. Euh, L'idée que cette personne-là est comme blessée de par le blessed, excuse-moi, de par la présence du roi, c'est un réflexe qui est beaucoup plus prévalent et qui, en fait, est le résultat d'une société qui distingue selon des classes d'accès au pouvoir politique. C'est que même si tu as un toucher, ne serait-ce que marginal avec la grandeur que le pouvoir te confère, tu veux l'avoir, même si ça a l'air complètement ridicule. Fait que c'est Ben, pour ça que c'est tout tu le peux. principe des tu sais, les médailles d'honneur décernées par les politiques, ce genre de trucs-là. Tu sais, je veux dire, il y a une partie des gens qui vont s'en foutre complètement d'avoir ce genre d'honneur-là. Il y en a une partie. Mais il y a une partie aussi Passent leur vie à le vouloir. qui vont passer leur vie à chercher ce genre de reconnaissance-là. Puis si le politique ou le roi ou le Léviathan ou peu importe qui a le pouvoir sait repérer ces gens-là, ben, il sait repérer des alliés potentiels dans, que tu n'as pas besoin de leur faire miroiter de l'argent, tu as juste besoin, dans le fond, d'utiliser le pouvoir que tu as pour donner de la reconnaissance.
pour pouvoir créer justement une caste de, de, De privilégié. de privilégiés, de citoyens. Moi, pour moi, une des manifestations les plus choquantes de ça, c'est quand Carl Tremblay était décédé et qu'il y avait un journaliste qui avait écrit dans Oui, un texte qu'il était choqué qu'il n'y avait pas un endroit réservé pour les médias lors de l'événement fait par les Cowboys fringants et qu'il avait été obligé de faire comme s'il était un citoyen et d'y aller en son propre nom. moi, je me souviens de Là, ça. je me disais, mais puis je suis probablement certain que la personne ne se rendait pas compte de la grossièreté de ce qu'il était en train de dire. Là. Mais c'est un peu ça. C'était en gros, c'est ben, mon rôle mon titre de journaliste ne m'apporte peut-être pas la richesse, les grosses maisons, les femmes, les jets privés, tout ça. Mais quand je vais quelque part, je passe en avant des autres et j'ai une petite section privilégiée que les autres sont autour, ils n'ont pas accès à ça. Moi, j'y ai accès. Ah, mais moi, je suis le membre de la noblesse. Mais tu sais, c'est quand on dit ça, là, c'est pour ça que j'avais pas pensé à cette tangente-là quand tu as commencé, parce que pour moi, je veux dire, je connais le sujet, puis j'avais pas pensé à ce point-là, parce qu'il était important, mais parce qu'il était évident qu'il y a toujours des gens qui sont le. Ils n'ont pas besoin d'une grande récompense pour aimer le goût de la chose. Puis c'est pas parce que c'est insignifiant, parce qu'en toute franchise, ce journaliste-là n'a influencé absolument personne dans l'écriture d'un texte. Son influence est médiocre, mais pour lui, cette offense-là était considérable parce que c'était, si tu considères comment la relation est construite, sur l'accès à une classe supérieure basée sur le pouvoir, ben là, tu blesses tu fais mal à sa personne propre via ça, ce qui est pas très, très noble. Non, c'est pas très, très noble. Ben, écoute, ça fait pas mal le tour du sujet. On va passer à la taverne pour La discuter de taverne. d'autres trucs dans quelques instants. Fait que joignez-vous à nous sur le Patreon, patreon.com/iSénéchal.